Pour soutenir le marché, on évoque beaucoup la rotation cyclique. C'est-à-dire que ce qui a permis aussi au CAC de revenir sur ce niveau-là ces derniers jours ou ces dernières semaines, c'est pas forcément les stars de la cote telles qu'on les a vues depuis 10 ans. On a vu l'automobile, les banques, des secteurs qui étaient en sous-performance chronique depuis des années avec les problèmes structurels, conjoncturels qu'on peut leur mettre dessus. Mais ce sont des secteurs qui se sont mis à surperformer là depuis quelques jours, quelques semaines. Oui, alors c'était des secteurs. Alors les gérants traditionnels disent qu'ils sont revenus sur les valeurs cycliques parce que ça suit des démarrages et des croissances économiques. Les anciens brokers comme moi parlent plutôt de valeurs et de cycles de rattrapage et de valeurs de rattrapage. C'est aussi très certainement pour ça que des sociétés comme les valeurs bancaires ont soit bien surperformé, soit ont résisté. C'est parce que ça faisait quand même 3 ans qu'elles étaient largement dégradées et qu'après une hausse des marchands, on se dit mais qu'est-ce qui reste? Voilà, ça suit. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore acheté? Exactement. Et il y a une accélération avec. Alors je dis ça et puis après il y a des dossiers dont j'ai parlé ici comme Natixis où on arrive sur des valeurs que je considérais comme plancher, mais on a ça. Il faut pas oublier non plus qu'on a aussi les ordinateurs qui accélèrent les hausses, très certainement, qui ne méritent pas 10% de baisse aujourd'hui, mais peut-être 6, mais il y a des accélérations. Mais en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est très clairement des arbitrages, des valeurs cycliques en ce moment qui sont très largement dégradées au profit de valeurs défensives. Et ça reste un signe de manque de visibilité sur les marchés. Quand vous dites très dégradé, c'est-à-dire que la normalisation, elle n'a pas eu lieu finalement. C'est pas quelques jours, quelques semaines de rattrapage des cycliques qui fait que le marché s'est normalisé de ce point de vue-là. Non, absolument pas. Voilà. Et pour vous, la question c'est est-ce que c'est le prélude à un changement de comportement durable des investisseurs vers le cycle, vers les cycliques, ou est-ce que non, à ce stade, on n'a pas d'éléments qui permettent de l'affirmer? Non, à ce moment, on peut pas l'affirmer. En revanche, pour répondre à votre question avec un sujet qu'on vient d'avoir juste avant, je trouve plus inquiétant par rapport au cycle de l'économie les 4 profit warnings qu'on subit. Ouais. Plus que est-ce que des économistes ou est-ce que des ordinateurs ou est-ce que des gérants se demandent est-ce que de sortir les valeurs de secteur cyclique pour revenir sur des valeurs défensives, c'est intéressant. Ça, sont vraiment des choix de cycle d'économistes. Dans la vraie vie de l'économie et de l'économie française, européenne et mondiale, on vient de subir 4 profit warnings pour 4 sociétés au minimum européenne. Ouais. Et alors, en termes de gestion, qu'est-ce que ça implique là? Parce que c'est intéressant dans ces profit warnings. Il y a Renault, Imerys dans des secteurs très industriels où là, le cycle, effectivement, la sensibilité au cycle est très importante. Mais vous l'avez dit, dans le même temps, on a Danone et Thales où là, on est quand même sur des perspectives, une visibilité beaucoup plus longue. Bon, si ces boîtes-là se mettent à décevoir, qu'est-ce qu'on garde dans les portefeuilles? Enfin, quels sont les thèmes et les secteurs et les profils d'entreprise sur lesquels on va pouvoir s'appuyer quand on est une gestion action, Benoît? C'est la réunion de ce matin chez nous et de demain aussi. J'ai pas encore de réponse à cette question. Pour une raison, c'est que on ne voit pas où investir ailleurs, petit 1, et petit 2. Ailleurs, en dehors des actions, vous voulez dire? En dehors des actions. Ouais. C'est compliqué. Est-ce qu'on doit aller sur de l'immobilier avec des prix au mètre carré qui sont très importants? Pour aller chercher de la rentabilité sur l'immobilier, on est amené à aller sur des projets immobiliers de villes. Si je dis de seconde zone, je vais avoir un nombre de SMS ou de tweets ou de Snapchat. Mais bon, voilà, ça risque d'être compliqué. Donc pour l'instant, en fait, on est plutôt en train de se recentrer sur des valeurs sur lesquelles, sur les 5 ou 10 dernières années, elles n'ont pas déçu le marché. Donc on revient sur des valeurs en fait qui se payent encore cher, comme le luxe, etc. Mais on va demander, le marché va redemander finalement de la qualité, de la visibilité. Il va rechercher à nouveau, voilà, les forces structurelles, les leaders, ce qu'on appelle les leaders. Oui. C'est là-dessus qu'on va se rabattre. Bon, on verra ce qu'il en est effectivement dans les prochaines publications. Aujourd'hui, encore une fois, et vous l'avez signalé, dans le sillage des publications de vendredi, il y a encore un certain nombre de déceptions. Imerys en est l'exemple, moins 12% pour le titre actuellement, dans des marchés qui sont légèrement positifs, très attentistes avant le début des votes aux communes. Là, on parle du Brexit, évidemment, c'est le driver politique de court terme pour les investisseurs, avec une session parlementaire qui s'annonce très animée et déjà la pression de Boris Johnson qui indique
indique qu'il mettra fin à la procédure parlementaire si jamais le calendrier de son Brexit était rejeté par le parlementaire britannique tout à l'heure. Ça fera partie des votes qui seront proposés par le gouvernement en cas de nouvelle défaite pour Boris Johnson. Fin de la procédure parlementaire et on repart avec l'idée d'une prolongation et d'élections anticipées. Le sterling qui baisse un petit peu sur la nouvelle puisqu'on retombe autour de 1,29 pour un sterling actuellement. Restez avec nous Benoît, dans un instant c'est Éric Bourguignon qui sera à nos côtés, directeur des activités sur titre pour compte de tiers de Swiss Life Asset Management. Vous avez le droit d'aimer les sushis autant que les marchés avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale. Des marchés prudents donc dans l'attente des prochains votes sur le Brexit. En début de soirée à la Chambre des communes à partir de 7h heure française. On aura déjà des premiers éléments sur le soutien ou non des parlementaires au calendrier que Boris Johnson souhaiterait voir appliqué pour son Brexit. Si le calendrier n'est pas suivi par les parlementaires, eh bien ce sera la fin de la procédure et des élections suivront. Voilà ce qu'affirmait il y a quelques minutes le Premier ministre britannique. Petite faiblesse de la livre donc sur ces annonces. Le marché lui reste à l'équilibre autour des 5650 points pour le CAC 40 actuellement, avec l'autre partie de l'actualité qui concerne les publications d'entreprises, et on en parlait il y a un instant avec Benoît Jovert, le président de la Fox. Encore des avertissements et des déceptions. Alors Imerys effectivement dans les dossiers industriels, spécialiste des solutions minérales pour l'industrie. Imerys chute de 12% après avoir révisé en baisse ses objectifs. Changement de gouvernance, c'est Patrick Pron qui devient directeur général par intérim. Patrick Pron qui était déjà président du conseil d'administration d'Imerys, donc la sanction du jour. Mais on peut noter également dans les grandes valeurs au sein du CAC 40, Thales. Alors Thales qui avait déjà pourtant averti sur sa croissance organique vendredi, le titre avait déjà perdu plus de 5%. Thales qui publiait ce matin ses ventes à 9 mois, parfaitement stable, sans surprise, sauf que la sanction continue. Le titre Thales perd encore 3% cet après-midi. On peut citer également dans les petits warnings, dans la santé, Biomérieux qui avertit que sa croissance annuelle se situera finalement dans le bas de la fourchette. Le titre Biomérieux recule d'1,7% cet après-midi. Dans la consommation, on se souvient de l'avertissement sur la croissance de Danone vendredi. On peut noter également dans le secteur des produits de grande consommation, le britannique Reckitt Benckiser qui a averti là aussi que ses prévisions de croissance seraient inférieures aux attentes pour l'exercice en cours. Le titre Reckitt Benckiser recule de plus de 2% à Londres cet après-midi. On peut citer aux États-Unis dans la restauration McDonald's qui a raté les attentes sur sa publication trimestrielle. McDo à Wall Street qui perd pour l'instant plus de 3,5%. Il y a quand même quelques groupes qui s'en sortent plutôt bien. Il faut signaler notamment la publication de Klépierre qui publiait son chiffre d'affaires 9 mois en progression de près de 2%. On est dans le domaine de l'immobilier commercial. Le titre Klépierre est bien orienté cet après-midi avec une progression d'un peu plus de 1%. Noté au sein du CAC, Publicis qui se distingue et qui marque la plus forte hausse du CAC cet après-midi, une hausse de quasiment 2%. On peut signaler Engie également qui gagne 1,5%. Et puis Danone qui rebondit après la déception de vendredi. Le titre avait été quand même lourdement sanctionné. Danone qui avertissait que sa croissance serait inférieure aux attentes sur l'ensemble de l'année. Le titre avait reculé de 8% et le titre Danone rebondit aujourd'hui d'un peu plus d'1%. Tout ça permet au marché parisien d'être stable dans son ensemble avec un CAC qui fait du 0+ actuellement, plus 0,05% à 5651 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et que nous disent dans ce contexte les marchés de taux, les marchés obligataires? C'est Éric Bourguignon qui est avec nous par téléphone, directeur des activités sur titre pour compte de tiers chez Swiss Life Asset Management. Bonjour et bienvenue Éric, merci d'être avec nous. Quels sont les mouvements à signaler aujourd'hui sur les marchés obligataires, sur les marchés de taux et que reflètent-ils? C'est toujours la question qu'on se pose. Oui, bonjour Grégoire. Alors comme vous le disiez tout à l'heure, les marchés de taux aujourd'hui jouent la prudence. Ils consolident un peu, ce qui concrètement veut dire que les taux américains à 10 ans reculent de 4 points de base, à l'heure où on parle, ce qui les ramène à 1,76%. Les taux à 10 ans allemands reculent également de 4 points de base, ce qui les ramène à moins 0,38%. Alors quant au spread des dettes périphériques, ça bouge très peu, à l'exception des spreads italiens et grecs qui, eux, voient leur spread reculer sensiblement. Donc, alors, ouais, consolidation. Enfin, pourquoi cette pause d'ailleurs, Éric? Pourquoi cette prudence aujourd'hui? Parce que le mouvement des derniers jours, des dernières semaines, était plutôt un mouvement de remontée des rendements obligataires, avec un sentiment des investisseurs, des participants de marché, qui semblait un peu plus positif.
Oui, alors effectivement, les derniers jours avaient été marqués par un optimisme réel des investisseurs sur les sujets géopolitiques en cours, à savoir les négociations sino-américaines et les négociations de Boris Johnson avec son Parlement. Sur ces deux tableaux, les choses semblent un petit peu être plus troubles, un peu plus compliquées que le marché ne l'espérait. Côté négociations sino-américaines, on a eu des déclarations chinoises qui effectivement ont un peu jeté le trouble, qui montraient qu'ils étaient assez fâchés de la façon dont les Américains négociaient les enjeux de droits de douane. Et ça a jeté un froid, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si la possibilité d'un accord avec les Américains semble très probable prochainement, ça a quand même incité à la méfiance côté investisseur. Et puis côté Brexit, vous avez tout dit, Boris Johnson a beaucoup de peine à essayer d'imposer son calendrier à son Parlement. Les choses sont un peu plus compliquées encore, si c'est possible, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Donc là aussi, l'optimisme rebaisse un peu. Et ces deux événements font que les marchés aujourd'hui, les taux reculent un peu, sans excès, mais marquent le pas. On verra sur le Brexit, intéressant. Alors, est-ce que c'est un nouveau coup de bluff? Est-ce que c'est encore un tour de force? En tout cas, c'est une pression supplémentaire que Boris Johnson met sur le Parlement, sur la Chambre des communes. Encore une fois, je rappelle, si les parlementaires refusent le calendrier proposé par le gouvernement britannique à l'occasion de différents votes qui sont prévus ce soir, Boris Johnson indique qu'il mettra fin à la procédure parlementaire et que des élections suivront dans les prochains mois. Et donc, effectivement, le marché réévalue les différentes options. Il y a peut-être toujours un chemin favorable en vue d'une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne, peut-être à court terme. Il y a également le chemin d'une extension, d'une prolongation avec un risque d'élection qui est évidemment important et qui pourrait redistribuer les cartes. Donc le sterling qui avait beaucoup progressé ces derniers jours, ces dernières semaines, redonne un petit peu de terrain. Le sterling qui était revenu près de 1,30 rebascule du côté de 1,29 $ pour un sterling. Donc c'est toujours la caisse de résonance et le baromètre de l'espoir ou du désespoir qu'on peut avoir sur ce dossier du Brexit. Eric, on va rentrer à nouveau dans une séquence banque centrale, dès jeudi avec la Banque centrale européenne, la semaine prochaine avec la Banque centrale américaine. De ce point de vue-là, où en est-on? Est-ce que le chemin est bien balisé? Est-ce qu'il y a encore des attentes de la part des investisseurs sur les politiques monétaires? Alors, dans les périodes de pré-annonce de banque centrale, les marchés sont traditionnellement prudents et la période actuelle n'échappe pas à cette règle. Néanmoins, les attentes sont quand même assez, consensuelles. Les marchés sont absolument convaincus que la BCE va adopter le statu quo jeudi prochain. Elle avait en effet annoncé un train de mesures très important la dernière fois. Donc, on imagine mal qu'elle fasse de nouvelles annonces, d'autant plus que Christine Lagarde va prochainement arriver à la tête de l'institution et on voit mal qu'il laisse pas à cette nouvelle présidente de prendre les mesures nécessaires éventuelles à venir. Côté américain, là aussi il y a une certaine certitude, j'ai envie de dire, des marchés, en tout cas presque à 90% à l'heure où on parle, d'une troisième baisse des taux le 30 octobre, lors de la réunion de la Fed. Donc voilà, on est dans l'attente, mais sans beaucoup de suspense, on va dire. Bon, effectivement, un chemin balisé sur le plan de la politique monétaire. Les annonces de la BCE ont été suffisamment commentées lors de la réunion du 12 septembre, donc on va marquer une pause de ce point de vue-là. Et puis la Fed, tout est déjà anticipé pour une nouvelle baisse de taux, la troisième quand même consécutive, donc on verra quand même le discours qui accompagne cette troisième baisse de taux. Est-ce que c'est une troisième baisse de taux et on marque une pause, ou est-ce que non, cette fois c'est vraiment le début d'un cycle beaucoup plus ample de baisse de taux? Pour l'instant, Jérôme Powell était resté mesuré sur cette idée-là, donc on verra le discours du patron de la Fed, mais ce sera la semaine prochaine. En conclusion, Eric, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'évolution des marchés obligataires dans cette séquence et dans ce contexte? Donc voilà, l'optimisme a cédé la place à la prudence, pas encore au pessimisme. Donc les marchés de taux, les taux reculent un petit peu, raisonnablement. Bien sûr, leur évolution dépendra complètement de l'éclaircissement de tous les points qui les travaillent aujourd'hui, aussi bien au niveau géopolitique qu'au niveau des banques centrales. Merci beaucoup Eric. Eric Bourguignon avec nous par téléphone, directeur des activités sur titre pour compte de tiers chez Swiss Life Asset Management. Benoît Jauvert, un commentaire pour finir, président de Fox. Ouais, je sais pas, sur la BCE, sur Draghi, c'est sa dernière réunion en tant que président de la BCE ce jeudi. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire, à retenir? Oui, évidemment, de Mario Draghi. Ce qu'on attend des banques centrales aujourd'hui et demain? Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir de Mario Draghi? C'est que quand même les années qui viennent de se passer, il a plutôt bien géré
En tout cas, il a fait plaisir à l'économie européenne et il a fait plaisir au marché à actions européen. Je peux pas lui en vouloir. Je trouve qu'il a plutôt bien géré. On sortait d'une crise post-crise des subprimes, et je trouve que ça a été plutôt bien géré. Tout le monde dit depuis quelques mois, et j'en fais partie, que c'est compliqué. Ça va trop loin. Est-ce qu'il leur reste encore des munitions pour arriver à driver l'économie européenne? Il n'en reste plus beaucoup, mais il en reste. Est-ce qu'il va, pour répondre à votre deuxième question, s'en servir lors de sa dernière réunion ou dernière présentation ou conférence de presse? C'est jeudi. Jeudi, ouais. J'espère que non, parce qu'il restera plus grand chose à... Oui, c'est ça. Il a déjà tiré quelques grosses cartouches quand même. Il restera plus grand chose pour Madame Lagarde, donc je pense qu'il va pas se passer grand chose jeudi, et il restera donc 1 ou 2 munitions pour sa remplaçante. Bon, voilà. Il ne se passera rien, si ce n'est que ce sera la dernière réunion présidée par Mario Draghi. D'un homme qui aura marqué l'économie française. Conseil des gouverneurs sous la présidence de Mario Draghi, oui, qui aura sauvé l'euro, on peut le dire quand même. Enfin, sauvé l'euro avec quelques personnalités fortes autour de lui à la Banque Centrale Européenne. Saluons Peter Pratt, le chef économiste, ou Benoît Cœuré également, dont le mandat se termine en fin d'année. Oui, le whatever it takes restera quand même dans l'histoire de la zone euro, je crois qu'on peut l'affirmer. Merci beaucoup Benoît, merci d'avoir été avec nous. Benoît Jovert, président de Fox, avec nous cet après-midi en plateau. Bientôt